Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок. Le courage. J'aime bien cette notion de courage parce qu'il faut être courageux aujourd'hui dans une société où on n'a pas besoin de démontrer si on était bien. Le courage, disait Jaurès, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. La loi du mensonge triomphant. À ce propos, je voudrais juste rappeler une séance devant un tribunal d'un homme d'un peu plus de 70 ans, il y a environ un peu plus de 6000 ans, et qui était Socrate. Socrate, c'était un gars bien, je vous assure que c'est un gars bien. Il faudrait que vous alliez regarder comment il était, puis c'était un véritable révolutionnaire avant l'heure. C'était un révolutionnaire par rapport à comment il voyait la place de chacun dans un État, dans une collectivité que lui appelait la République. Socrate, à 70 ans, il a comparu au tribunal face à des gens qui mentaient sur lui. Et il réclamait qu'une chose, Socrate. Il disait, si vous voulez me juger, j'accepte d'être jugé selon la loi des hommes, selon la loi d'Athènes. Mais par contre, jugez-moi à partir de la vérité. Et laissez-moi dire ce que je veux dire. Ne m'empêchez pas de dire ma vérité. Jugez-moi pas à partir de vos mensonges. Et malgré tout, il a été jugé avec un esprit partisan qui était un parti pris du mensonge. Et pourtant, Socrate, il a participé à ce qui est devenu aujourd'hui le monde de l'Occident, ce qui est devenu l'Occident aujourd'hui, et notamment en ayant été l'architecte du modèle de la République que Platon a pris, en l'occurrence, donc sur son grand traité sur la République. Et Platon, aujourd'hui, on le connaît, comme on connaît Aristote, entre autres, parce que sur Platon, c'est un musulman qui l'a fait connaître à l'Occident, et ce musulman, il s'appelait Al-Farabi. Al-Farabi. Pas Al-Farabi le poseur de bombes, Al-Farabi le spécialiste de Platon. Donc tout son œuvre, tout ce qu'il a écrit sur Platon, a été récupéré et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour dire quelle a été la richesse des écrits d'Al-Farabi, qui mérite à être connu. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Et Al-Farabi, c'est surtout, il a été le lien, parmi d'autres, il a été le lien entre aujourd'hui, c'est-à-dire l'Occident d'aujourd'hui, l'Occident moderne, et des gens qui vivaient il y a un peu plus de 7000 ans, un peu plus de 6000 ans, au 5e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais Al-Farabi, il n'était pas le seul à avoir été un trait d'union, à avoir permis qu'il y ait l'Occident d'un côté, et puis, parce que l'Occident, c'est aujourd'hui, on ne peut pas penser que Athènes, c'était l'Occident d'une certaine manière. Donc, ils ont été les liens, pareil, Averroès, il y avait Averroès, il y avait Avicenne, excusez-moi, Mohammed ibn Rushd, Averroès, Ali ibn Sina, Avicenne, ont participé à leur manière aussi à ce qu'est l'Occident d'aujourd'hui. Pourtant, c'était des grands musulmans. C'est des ulama, en l'occurrence Averroès, Mohammed ibn Rushd. Et Mohammed ibn Rushd, lui, ce qu'il a fait, c'est un truc top. Il a permis aujourd'hui à ces grands donneurs de leçons de politique à 2 francs et demi, qui n'ont de politique que le populisme avec lequel ils s'expriment pour attirer à eux un électorat qui est en train, le pauvre, de sombrer dans une dépression profonde et qui va construire, et plutôt œuvrer à construire et à accroître et à creuser le déficit de la sécurité sociale en surconsommant des antidépresseurs. Merci à cela. On leur demandera de rembourser, plutôt à leur parti politique de référence, de rembourser le trou de la sécurité sociale. N'empêche que, aujourd'hui,
un des grands commentateurs d'Aristote, c'est Averroès, donc Mohammed ibn Rushd. Et Mohammed ibn Rushd, il a mis par écrit les propos, toute la pensée d'Aristote, et une autre personne qui était son sahab, qui était son ami, son pote, il l'a traduit de l'arabe, donc Mohammed ibn Rushd, il l'a pris du grec, il l'a traduit en arabe, et son pote, mais vraiment son pote, son sahab, hein, comme on dirait son sahab de quartier, hein, il l'a pris de l'arabe et il l'a traduit en version latine. Et bien son pote, figurez-vous, et encore là on va en énerver quelques-uns, moi je sens qu'on va en énerver quelques-uns. Asmniah. Son pote, il s'appelait Moshe Maïmonide. C'était un juif, oui, le bon pote, le meilleur pote de Maïmonide, de Averroès, Mohammed ibn Rushd, était juif. Donc en fait, aujourd'hui, s'il y a des hommes politiques qui ouvrent grand leur bouche en pensant qu'ils détiennent le monopole de l'idéal démocratique, c'est grâce à un juif et un musulman. Eh bien, ils ne sont pas dans la... Vraiment, hein, Haja Kibira jusqu'au genou. Hein. Et donc, ces gens-là, en l'occurrence, ces hommes politiques, ces politiciens, parce qu'un véritable homme politique, il va penser à l'intérêt général de la nation, à l'intérêt général de la République, comme le définissait Socrate en son temps, où il disait que la République, en fait, c'est de permettre que la justice soit exercée pour préserver les droits mutuels, les droits des citoyens dans un espace commun. C'était ça, d'une certaine manière. Mais cette pensée-là, cette réflexion-là, cette éthique-là, on ne la retrouve pas chez c'est fatigant. Vraiment, wallah, c'est fatigant. On ne les retrouve pas chez des Nathalie Kosciusko-Morizet, NKM, qui, elle était en déplacement dans le Nord, disait que les enfants, eh ben, ils arrivent en retard à l'école parce que leurs parents, ils les obligent à aller à la prière du Fajr. Madame NKM, depuis quand l'école commence à 7h du matin? Non, avant 7h du matin, c'est ce qu'on appelle le temps juste avant 8h30 avant l'école. Donc ils ne sont pas à l'école. Et même ces gamins, ils ne vont pas à la prière à 7h du matin, même c'est un peu plus tôt. Et puis j'ai l'autre, je ne sais pas comment je pourrais la qualifier, mais bon, à mon avis, moi, elle doit avoir un problème. Il faudra qu'on lui pose la question. Tu vois. Mais elle, c'est encore plus grave. Parce que elle, quand elle voit passer une femme voilée avec une valise, eh ben pour elle, c'est une terroriste potentielle. Mais vous m'inquiétez, madame. Vous m'inquiétez, bzaf, bzaf. Vraiment, vous m'inquiétez. Et l'autre, là, Olivier Zemmour. Non, c'est Éric l'Olivier, parce que Éric Zemmour. Et Zemmour, en berbère, ça veut dire Olivier. Donc, Éric Olivier, vous suivez le truc. Éric l'Olivier. Éric Zemmour. Donc, un nom bien de chez nous, comme Morano d'ailleurs, hein, bien de chez nous, qui nous dit qu'il faudrait déporter les musulmans. Ben voyons, monsieur Zemmour, musulmanie. Il faudrait que je reprenne l'atlas un petit peu mondial pour savoir où c'est ça se situe ce pays. Mais bon, en tout cas, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes nous interpellent, me posent la question, parfois même, en ces termes, est-ce que le musulman d'aujourd'hui, il ne serait pas en train de devenir le juif d'hier? C'est une question qu'il faut réellement se poser. Et il faut se poser surtout dans un contexte où le président de la République, lors de sa conférence de presse, reprenait les principes de laïcité que je me permets de citer, que vous retrouverez en bas de cette vidéo. La responsabilité, c'est aussi de faire vivre la cohésion nationale. Tout commence par la laïcité. La laïcité n'est pas une formule utilisée dans certaines circonstances. La laïcité n'est pas un principe qui devrait subir des accommodements. La laïcité n'est pas négociable car elle nous permet de vivre ensemble. La laïcité doit être comprise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la liberté de conscience et donc la liberté de religion. La laïcité,
c'est des valeurs et des règles de droit qui consistent à protéger ce qui nous est commun, mais aussi ce qui nous est singulier. La laïcité, c'est une garantie pour la France contre les intolérances qui viendraient de l'intérieur et contre les influences qui viendraient de l'extérieur. Voilà ce que l'est la laïcité. Et la laïcité, le musulman, il s'en accommode bien. La laïcité pour le musulman est un merveilleux cadre. Et le musulman, contrairement à ce que l'on voudrait faire croire, n'est pas un personnage qui pousse ou qui favoriserait l'anarchie. Le musulman est celui qui respecte les lois. Les lois, il y a des lois, quelle que soit la loi, il la respecte. Et le musulman, par contre, c'est vrai, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des fois des accrochages, parce qu'il est féru de justice. Et à ce titre-là, la justice, elle était appliquée, et elle a toujours été appliquée dans les pays où l'islam a régné d'une certaine manière, est arrivé. Et je vais vous donner une anecdote qui était du temps du deuxième calife, Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, un jour, il a été confronté à quelqu'un qui était venu d'Égypte, du Caire en l'occurrence, pour lui rapporter une injustice flagrante dont il avait subi. Et cette injustice-là, c'était quoi? Il y avait une course qui avait été organisée donc en Égypte, dans la banlieue de Caire, on va dire ça comme ça, et un copte chrétien avait gagné cette course. Mais le fils du gouverneur, lui, musulman, avait pas apprécié avoir perdu cette course, et il avait frappé le gagnant qui était autre qu'un copte, donc un chrétien copte. Et bien figurez-vous que le copte, en l'occurrence, a fait le voyage du Caire jusqu'à Médine. Je vous invite à aller regarder la distance qu'il y a. Avant, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de mobilette, il n'y avait pas de trottinette, il n'y avait pas de voiture. Donc il a fait le voyage pour aller demander que justice lui soit rendue. Le deuxième Amir al-Mouminin, le deuxième calife de l'islam, a convoqué le gouverneur d'Égypte. Et dans sa lettre qu'il a adressée au gouverneur d'Égypte, il a cité son fils et il lui a demandé de venir accompagner son fils. Quand le gouverneur, donc, les fils sont arrivés, préalablement, le gouverneur a dit à son fils est-ce que tu as fait quelque chose qui enfreint la loi? Au point où Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants, te cite dans un courrier qu'il m'adresse. Son fils a nié. Donc ils se sont rendus à Médine. Arrivé devant l'émir des croyants, Amir al-Mouminin, le commandeur des croyants a demandé aux coptes, aux chrétiens, de réexposer le litige, c'est-à-dire l'injustice dont il avait subi, parce qu'il fallait qu'il y ait les deux sons de cloche. Et devant la véracité des propos de cet homme, de ce chrétien venu, je le rappelle, du Caire jusqu'à Médine, venu demander réparation, Amir al-Mouminin a demandé à ce que soit battu le gouverneur, ce que soit battu le fils du gouverneur et le gouverneur, parce que il était le père, mais surtout qu'il était le gouverneur, et qu'en tant que gouverneur, il se devait de faire régner la justice. C'est à ça, messieurs, dames. Et il a obtenu réparation. C'est à ça, mes amis, qu'il faut être sensible. C'est la justice. Être traité avec justice. Respecter la justice. Et le musulman ne demande pas mieux que ça, comme n'importe quel citoyen, rappelons-le. Mais des fois, on est à même de se poser la question, et j'en reviens à Socrate qui disait à ses étudiants, il leur disait, il y a une différence entre un sage et un imbécile. Et aujourd'hui, vraiment, ce propos-là est vraiment d'actualité, même si c'est un propos qui était tenu il y a plus de 6000 ans. Ce propos, mon ami, il nous fait réfléchir parce qu'on voit des fous furieux, de tous bords, de tous horizons, de toutes couleurs, venir nous donner des lois, venir nous donner des leçons, de comment on devrait être. Mais moi, je suis citoyen et je ne demande que de la justice.
quelle est la personne qui ne demande pas à être traitée avec justice? Tout le monde demande à être traité justice. Mais parfois, ceux qui sont censés la voter des lois de la justice, ou ne sont pas là pour donner le bon exemple. Et Socrate disait donc, quelle différence y a-t-il entre un sage et un imbécile? Eh bien mon ami, c'est que le sage et l'imbécile, la différence qu'il y a entre eux, c'est qu'il y en a un, il réfléchit sur ses erreurs dans son histoire. Nous, l'histoire, elle n'est pas si lointaine, où on était amenés dans des chambres à gaz, dans des camps de concentration, et on était tués pour ce que nous étions, juifs. L'histoire n'est pas si lointaine, où tu étais inventorié, répertorié, parce que tu étais communiste. Et comme ça, je pourrais vous en sortir des milliers d'exemples. Donc aujourd'hui, de grâce, s'il vous plaît, ne pensez pas que nous sommes ignares. Nous sommes citoyens, oui, nous sommes musulmans, c'est notre droit. Comme l'a rappelé le président de la République lors de sa conférence de presse le 5 février, la laïcité est un cadre pour le vivre ensemble. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aujourd'hui, dans les écoles, on a une émergence de délateurs qui ont découvert un vivier de terroristes qui vont dénoncer des gamins de 8-9 ans. Par contre, ces gamins-là, qui sont dénoncés parce qu'ils ont dit Allahu Akbar ou parce qu'ils ont dit je ne suis pas Charlie, quand ils amènent des gâteaux à la fin du ramadan à ces mêmes instituteurs ou directeurs, ils en font quoi, les gâteaux? Ils les baignent en disant ici c'est la laïcité, ou ils les ramènent chez eux pour les manger, ou ils les mettent en salle des profs pour les déguster avec un bon petit café? Ça, c'est une bonne question. Mais c'est toujours plus facile de raconter des mensonges sur les gens. D'ailleurs, et ce sera un dernier clin d'œil à mon ami Socrate, parce que je l'aime bien Socrate, je dis franchement je l'aime bien. Socrate, il aimait quand quelqu'un venait venait mentir, venait dire ouais, t'as vu l'autre ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Moi je donne. Avant qu'il attaque la discussion avec lui, avant qu'il dit ouais, il lui dit attends, tu veux parler, tu veux me dénoncer, un tel, tu veux me parler, soumets-toi au filtre, à mon filtre, le triple filtre. Alors il dit c'est quoi le triple filtre? Eh bien il lui dit c'est la vérité, la bonté, l'utilité. Il dit d'accord. Il lui dit donc sais-tu, donc l'autre il dit sais-tu Socrate que je viens d'entendre sur ce que je viens d'entendre sur un de tes disciples? Socrate lui dit donc soumets-toi à mes 3 filtres. Il lui rappelle, il dit le premier de ces filtres c'est la vérité. Il lui dit es-tu sûr que ce que tu vas me dire est vrai? L'autre il dit je viens de l'entendre hein. Il lui dit donc c'est-à-dire que tu ne sais même pas si c'est vrai, mais tu me le rapportes. Il lui dit le deuxième filtre est celui de la bonté. Il lui dit veux-tu me raconter quelque chose de bien ou de bon sur mon disciple, sur mon étudiant? L'autre dit surtout pas, c'est même pas la peine. J'arrive avec la tronçonneuse, la hache, la gaule, le marteau, le burin, gare, je ramène tout, je vais le démolir. Il dit d'accord. Il dit alors tu veux me raconter quelque chose de mauvais sur lui sans savoir si c'est vrai. Cependant, on pourrait encore passer le 3e filtre, celui de l'utilité. Il lui dit est-ce qu'au moins c'est utile? Ah, l'autre il dit pas beaucoup. Hein. Bah, non. Ouais, non, c'est pas du tout. Il dit quoi? Il lui dit si c'est pas vrai, si c'est pas bon, si c'est pas utile, pourquoi tu viens me le raconter? Ça c'est une bonne question qu'il faut poser à certains qui pensent que certaines personnes n'ont pas leur place sur la photo de famille. Voilà. Allez mes amis, à la prochaine pause.